Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pierrick de Ron. Comment tu vas, Pierrick? Ouais, très bien, merci. Toi aussi? Je- Bah, ça va très bien, merci. Merci de demander. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est important de comprendre de nos jours, que j'ai pu déjà discuter, bien entendu, dans des épisodes précédents, mais qu'on va aborder une nouvelle fois parce qu'il est important et surtout on va aller encore plus loin que ce que j'ai pu aborder dans d'autres épisodes, à savoir on va parler de bio aujourd'hui, de bio, de toute cette magnifique agriculture au global, de comprendre les tenants et les aboutissants, ce qui va, ce qui ne va pas, s'il y a du greenwashing, est-ce qu'on peut, disons, faire abstraction du prix, pourquoi il y a ce prix-là, est-ce que le prix est trop élevé, bref, plein de sujets qu'on va aborder aujourd'hui, que j'ai pu du coup aller aussi chercher dans le livre que tu as sorti récemment. Je mettrai le lien en description. Mais avant de démarrer, Pierrick, je te propose de te présenter. Donc, qui es-tu? Eh bien, je suis donc Pierre de Rode, je suis ancien président de Biocop, maintenant toujours administrateur de Biocop, et je suis gérant d'une coopérative, une coopérative de salariés à Annonay. On a trois magasins Biocop, entre Annonay et Saint-Étienne, donc entre l'Ardèche et la Loire. Je suis papa de quatre filles qui sont un peu grandes maintenant, mais entre 11 et 15 ans, et marié, voilà, donc voilà un petit peu rapidement mon pédigré. Je te propose rapidement de continuer sur ton pédigré. Ce qui est passionnant dans le livre et dans ton parcours, c'est toutes les étapes que tu as pu avoir pour arriver à aller dans ce secteur-là. Donc d'abord de la santé, avant d'arriver, disons, chez Biocop il y a quelques années maintenant, je vais dire entre guillemets en bas de l'échelle, mais à gérer un magasin. Est-ce que tu peux me raconter un peu tout ça, toute cette évolution qui t'amène du coup chez Biocop et aussi surtout euh, comment est-ce que tu découvres cet univers de coopératif? Oui, bah en fait c'est exactement ça. Bon, j'ai fait des études assez généralistes, sans trop savoir quoi faire concrètement. Bon, l'avantage des généralistes, c'est qu'on peut tout faire, mais en même temps, on ne sait pas faire grand-chose, à part penser, enfin réfléchir et agir de manière un peu ordonnée et construite. Bon, on n'a pas de métier concret, donc je me suis dit, bah, je vais bouger. Déjà, je vais aller, je vais aller voir. Et donc, je suis parti en Afrique, au Cameroun, et donc ce qui m'a amené en tant que volontaire à être plutôt dans le milieu de la santé. Bon, là, évidemment, c'est à la fois une expérience de vie assez forte. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Et puis quand même d'apprendre des métiers, un milieu, le milieu de la santé, le milieu médical. Voilà. Et donc, je continue mes études en rentrant après cette expérience. Je pars au Niger avec ma future femme, qui est aujourd'hui ma femme. On continue l'expérience et je me retrouve encore dans la santé. Et là, je pointe du doigt la question de la coopération. C'est-à-dire que dans un projet d'accès, là c'était un projet d'accès aux antirétroviraux pour les malades du VIH, se pose la question de, de la nourriture. Et en fait, pour que les Nigériens puissent suivre leur traitement, il fallait déjà qu'ils aient le ventre plein. Et donc on travaille avec le Programme alimentaire mondial pour donner de la nourriture à ces familles, évidemment dans une recherche de meilleure santé, bon, à la fois, alors c'est pas forcément nutritionnel, mais de remplissage d'estomac et de santé. Et là, alors, s'entame tout un travail que je mène, une démarche de lien entre le Programme alimentaire mondial, les associations de malades, les hôpitaux, les médecins, pour essayer de voir ce qui serait le moins stigmatisant, le plus efficace, et d'en assurer un suivi. Donc se met en place ce programme qui est plutôt efficace, euh, et du coup je découvre, enfin j'apprécie ce qu'est la coopération et comment on met les gens autour de la table pour décider, que ce soit pas toujours descendant. Et c'est ce qui me mobilise en fait. Je trouve ça formidable. Et après, en rentrant en France, je recherche absolument une démarche un peu similaire. Et effectivement, après plusieurs expériences, je me retrouve à répondre à une annonce pour être responsable d'un magasin bio à Annonay. Donc à l'époque, un petit magasin, hein, trois salariés, en centre-ville de cette ville de 17 000 habitants, industriel, anciennement industriel, qui a plein d'avenir, mais qui se cherche un peu, on va dire ça comme ça. Et donc,
Et donc, bah là, je découvre surtout que ce sont exactement les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que les mécanismes de coopération nord-sud, de coopération internationale, sont exactement les mêmes, sont similaires en tout cas aux mécanismes de coopération locale, alors avec des enjeux peut-être beaucoup moins de précarité hein, dans l'absolu, parce que maintenant ça a beaucoup changé, mais des démarches, ouais, des rapports de force, des rapports de pouvoir. Euh, des questions de chaîne de valeur, qui est où, à quel endroit. Voilà, j'avais aussi fait un mémoire sur le commerce équitable, donc voilà, la dureté des relations économiques, des relations commerciales. Voilà. Et donc tout l'enjeu, et c'est là où je suis bien tombé chez Biocop, c'est que je me suis retrouvé dans une structure qui cherche, alors déjà au niveau local, puis après au niveau national, mais qui cherche à outrepasser ces mécanismes-là et par la coopération à les transformer. Donc ça a matché assez vite et c'est presque une histoire d'amour, on va dire ça comme ça. Euh, je vais revenir du coup sur ce que tu disais. Tu parlais de justement ces jeux de pouvoir, de comprendre tous ces sujets-là. Je voulais revenir sur la base, à savoir déjà, est-ce que tu peux nous reparler de comment on se retrouve maintenant à avoir cette agriculture conventionnelle aussi importante qu'elle est aujourd'hui? Et déjà, dans un premier temps, avant de parler de ce qui ne va pas par rapport à cette agriculture conventionnelle, même si elle a eu bien entendu des bienfaits, notamment le fait qu'on puisse se nourrir tous massivement. Enfin, tous, dans les pays occidentaux en tout cas. Bah, en fait, c'est une convergence de deux grands phénomènes, hein, c'est-à-dire à la fois à la sortie de la guerre, et donc on a demandé au monde agricole et aux agriculteurs de produire plus, et qu'effectivement on était en pénurie, hein, il y a eu des rationnements jusque dans les années 50, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais après-guerre, les Mm. difficultés à trouver de la nourriture étaient quand même très très importantes. Et donc là, tous les moyens ont été bons, c'est-à-dire on a réutilisé la chimie qui avait été euh, utilisée pendant la guerre dans les bombes et les armements, ça a été réutilisé pour remplacer les engrais et fabriquer des pesticides. Et ça a été d'une efficacité assez redoutable, hein, donc avec la mécanisation, voilà, les remembrements. Mais l'idée sous-jacente et l'idée importante, c'était de donner de la nourriture à tout le monde, et ça se faisait par le volume et donc le productivisme. Et l'autre mouvement qui a eu lieu, c'est la naissance de l'hyperconsommation, la surconsommation, mais la naissance du consommateur, c'est-à-dire avec la naissance des grandes surfaces, de la grande distribution et des grosses entreprises agro-industrielles qu'on connaît aujourd'hui, hein, multinationales, très puissantes, qui ont surfé sur ce productivisme pour rendre accessible au plus grand nombre, alors d'abord des produits, au meilleur prix, et ensuite des modes de vie. Donc avec l'explosion du plastique, des emballages, l'explosion des produits transformés, etc. Donc jusque dans les années 80, 70-80, euh, ça, ça n'a eu quasiment que des effets positifs dans la vie des gens. C'est-à-dire que la consommation était plus facile, on avait accès à plus de choses, voilà, il y avait déjà des alertes, hein, mouvement d'idées né dans les années 70 en disant mais attention, on va dans le mur avec ce truc-là, mais évidemment c'était des positions très très minoritaires. Et ensuite, bah, c'est l'engrenage qui nous mène à ce qu'on vit aujourd'hui, enfin ce qu'on vit depuis plusieurs décennies, mais qui est très criant aujourd'hui, c'est que bah, d'un côté, on est toujours sur le paradigme du productivisme en agriculture, et donc on produit trop et on jette. Donc à l'échelle mondiale, on jette 30% de notre nourriture, de la nourriture qui est fabriquée. Et bah, l'hyperconsommation ou l'accès à la consommation de masse est devenue une surconsommation, une hyperconsommation, avec des prix toujours plus bas, une perte de la valeur et une perte aussi de qualité des produits, et avec des pollutions, voilà, emballage, etc., qui sont de plus en plus importantes. Voilà, ce sont ces deux phénomènes-là qui nous amènent aujourd'hui
dans la situation dans laquelle on est, de laquelle on a beaucoup, beaucoup de difficultés à sortir. Et ensuite, je ne sais pas si je Je reviens continue juste sur sur les ce... débuts de Ouais, solutions. si, bien sûr. En fait, alors, face à ça, sont nés les deux mêmes mouvements. C'est-à-dire qu'à la fois des agriculteurs qui se sont dit, on va faire différemment. Déjà, le principe de l'agriculture biologique, par exemple, c'est de dire que c'est la biodiversité, c'est la santé des sols, c'est la santé de l'environnement qui crée les produits et qui crée la productivité, dans le sens où elle n'est pas factice. La productivité vient de la santé, de la biodiversité et de la santé de la planète. Euh, et donc, de ce fait-là, on se passe de pesticides chimiques et d'engrais chimiques et on met en place des systèmes de rotation des cultures, de complémentarité des cultures, voilà, dans des logiques plus extensives que intensives. Euh, et l'autre mouvement, c'est la naissance du consommateur citoyen qui commence à se dire, tiens, cette consommation-là, moi en tant que consommateur, je vote aussi avec ma carte bleue et derrière mes achats, euh, je fabrique, en tout cas, je dessine la société dans laquelle je souhaite vivre. Et donc là, naissent tous ces mouvements et qui existent encore aujourd'hui sous des formes différentes, hein, mais de supermarchés coopératifs et Biocoop et l'émergence de ces deux mouvements, surtout du mouvement du consommateur citoyen, hein, où des gens se sont dit, moi, je veux consommer bio. Il y a des producteurs qui cherchent des débouchés. Et donc, des associations de consommateurs, des supermarchés coopératifs, des supermarchés, non, non, mais des associations de consommateurs, des coopératives de consommateurs qui deviendront plus tard des supermarchés ou des magasins bio, mais vont naître pour construire au niveau local des démarches différentes et ben, transformation de logique de consommation. Merci déjà pour cette ouverture. On va en parler bien entendu tout au long de l'échange aujourd'hui pour le récap de la situation. Je voulais rajouter quelques disons petits chiffres sur l'agriculture. Hein. Comme tu dis, l'objectif c'était de pouvoir donner à manger au plus grand nombre, hein, ce que quand même l'agriculture conventionnelle a réussi. Plus de monde en tout cas, même s'il y a encore bien entendu trop de gaspillage et beaucoup de méfaits avec cette agriculture. Mais en gros, sur l'agriculture, pour les différents chiffres, donc c'est 30% des émissions mondiales, c'est 80% de la déforestation, et c'est 70% de l'eau douce de notre planète qui est utilisée du coup pour notre agriculture. Ce qui peut sembler, entre guillemets, en tout cas sur cette partie eau douce, plutôt normal vu qu'on a envie de se nourrir, même si c'est quand même surévalué. Euh, le, le point qui est important dans ton livre et qui ressort aussi beaucoup, c'est disons la situation de l'agriculteur aussi. Avant de parler aussi du bio, on va récapituler après le bio, le cahier des charges, etc. Juste la situation actuelle avec cette agriculture conventionnelle. Comment est-ce qu'on, à quel, comment est-ce qu'on se situe avec un agriculteur du coup? Enfin, quelle est la situation actuelle des agriculteurs en France sur l'agriculture conventionnelle? C'est toute la difficulté de ce système au global, de notre fonctionnement actuel, c'est que ce soit l'agriculteur, le consommateur, on est à la fois responsable et victime. Euh, je vais revenir sur l'agriculteur, mais le consommateur, c'est pareil, il est à la fois responsable de sa consommation, mais on ne peut pas non plus faire porter sur Hmm. le consommateur individuellement toute la responsabilité des transitions ou de la situation actuelle. Voilà, les gens ont besoin de se déplacer, ils ont besoin de manger, ils ont pour beaucoup et pour de plus en plus de monde, un portefeuille limité et donc des choix limités dans ce qu'on leur propose. Mais en même temps, le pouvoir est énorme. Et le monde agricole, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, à la fois, c'est ce que, quand tu évoques les chiffres là, l'agriculture est à la fois le problème et la solution. Parce que voilà, et le paysan, c'est pareil, il s'est retrouvé dans une situation où il a accepté cette démarche-là, tant que c'était dans une logique de progrès, d'amélioration. Donc, effectivement, la mécanisation, les métiers sont devenus beaucoup moins difficiles, les remembrements, etc. Ça a apporté énormément
de choses positives dans le métier d'agriculteur. Il y a eu une concentration du monde agricole, hein. Aujourd'hui, c'est 3%, je crois, de mémoire, mais 3% de la population active qui travaille dans le monde agricole, alors que c'était par dizaines de pourcents il y a pas si longtemps que ça. Euh, et, et, et- mais au fil du temps, on a toujours demandé plus pour moins au monde agricole. Et en plus, les acteurs économiques, donc il y a les agriculteurs, qui sont plutôt des acteurs économiques éclatés, hein, plutôt individuels, éclatés. Alors il y a des représentations syndicales, hein, la FNSEA, etc. On pourra y revenir, mais ensuite, ils sont face à des grandes surfaces. La grande surface, c'est 75% de la consommation en France. Le monde agro-industriel, Danone, Nestlé, qui sont aussi très très concentrés et très puissants. Et donc le maillon de la chaîne le plus faible, c'est devenu le paysan, hein, clairement. Dans les rapports de force économiques et commerciaux, on a demandé toujours plus pour moins. Et on le voit dans tous les documentaires écologiques. Euh, alors, j'ai plus en tête le dernier de. Bref, mince, j'ai perdu le nom du dernier où on voit un éleveur de canards qui dit en gros, bah, la coopérative m'a demandé d'en faire toujours plus, 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 d'avoir une concentration de canards de plus en plus importante. Et quand les personnes lui demandent combien il gagne, il dit 300 euros par mois. Et on en est là, en fait. Donc lui, il n'est pas satisfait de son travail parce que il y a des canards qui meurent comme ça, tout seuls par écrasement, étouffement. Il gagne rien. Voilà. Et il se retrouve dans une situation où de toute façon, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que si il a fait des investissements, il s'est endetté, surendetté, et il est dans un système de fuite en avant qui le pénalise. Et donc, dans le monde agricole conventionnel, c'est une catastrophe. Là, il y a près de la moitié des exploitations qui vont être à vendre, qui vont être transmises dans les 10-15 prochaines années. Euh, c'est un vrai enjeu de transmission et ça passera évidemment par une amélioration du travail du monde agricole et sa rémunération et une possibilité d'acheter ces fermes et de les faire vivre. Donc, on est dans une situation assez compliquée où il faut réinjecter de la valeur à l'amont pour que l'agriculture devienne plus séduisante et pour les nouveaux entrants. Et là où on voit Alors, c'est différent selon les secteurs, hein. Effectivement, dans le monde viticole, ils n'ont pas de problématique particulière. C'est plutôt valorisant, etc. Dans le monde de l'élevage et des produits laitiers, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, là, on voit en bio, par contre, que la bio reste attractive et que 30% des jeunes ou des gens qui veulent s'installer veulent le faire en bio. Euh, voilà. Alors c'était essentiellement, et c'est essentiellement parce que le marché est porteur aussi, mais parce que c'est plus facile aussi de valoriser son travail, notamment par de la vente directe ou de la vente semi-directe avec des magasins. Donc carrément, Voilà mais un quand peu. tu repartages aussi dans ton livre le superbe film de Guillaume Canet Au nom de la terre, qui est assez parlant sur la situation des agriculteurs en France et sûrement également dans d'autres pays. Et d'autres chiffres aussi que tu partages dans ton livre, à savoir que je connaissais peu honnêtement cette partie-là, à savoir un tiers des agriculteurs qui gagnent moins de 350 euros par mois et 20% qui n'arrivent pas à se payer. Donc autant dire des chiffres qui sont très 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 bas au vu de la situation qu'on connaît en France et ce niveau de salaire-là, c'est clairement pas vivable. Donc c'est important de rappeler tout ça. Sur sur le bio, est-ce que tu peux nous rappeler le cahier des charges? Parce que tu en parles dans ton livre. Et je trouve ça vachement pertinent de repartir de la base, de se dire, ok, le bio, à quoi ça correspond concrètement? Parce que souvent on parle dans les labels, on en parlera aussi, mais on oublie de repartir de la base, à quoi ça correspond le bio par rapport, disons, à un cahier des charges qui est, à mon avis, peu existant dans le conventionnel. En fait, toute la force et le sérieux du bio. C'est-à-dire que c'est d'abord parti de personnes engagées, ce que je disais tout à l'heure, hein, qui ont voulu mettre en œuvre une agriculture et la structurer une agriculture qui soit la plus, la plus vertueuse possible et basée sur cette biodiversité.
Et donc, dans les années 80, jusqu'à la naissance du label bio, il y avait une vingtaine de cahiers des charges bio. Comme on peut voir aujourd'hui dans le commerce équitable ou sur les sujets de nutrition, on voit beaucoup de, de, de- d'applications qui permettent de noter, de sélectionner les produits selon des critères différents. Donc voilà, il y avait ce foisonnement de cahiers des charges. Et là où le cahier, la bio a vraiment bien progressé, c'est quand l'État français en a reconnu un et que ce cahier des charges est né sous le label AB et maintenant, depuis 93, à l'échelle européenne. Donc c'est la seule agriculture qui aujourd'hui est contrôlée une fois par an avec un cahier des charges européen identique pour l'ensemble des pays. Et ça, enfin, c'est déjà une prouesse assez importante. Et dans ce cahier des charges, alors c'est un cahier des charges agronomique, très technique, qui est un cahier des charges de moyens, donc qui globalement, essentiellement, organise l'usage des pesticides et des engrais, donc interdit les engrais et les pesticides chimiques, et évolue selon effectivement les évolutions technologiques. Bon, voilà, on peut continuer à se passer de plus en plus de produits, etc. Il y a des sujets autour de la bouillie bordelaise, du cuivre, etc. Donc il y a toujours de la recherche agronomique pour aller beaucoup plus loin. Et ensuite, il y a dans la transformation une quantité limitée de produits à pouvoir d'adjuvants ou d'indicateurs d'ultra-transformation. C'est très très limité aujourd'hui dans la production dans la production et la transformation biologique. Voilà, donc c'est un cahier des charges de moyens. Ensuite, on pourra y revenir, c'est que ce cahier des charges a ses limites aussi, dans le sens où euh, l'état d'esprit, enfin, comme il est agronomique, il n'est pas complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indicateurs sociaux, il n'y a pas d'indicateurs de commerce équitable. Voilà. Et donc, je pense que derrière ce cahier des charges, il y a l'état d'esprit des pionniers et des premiers à beaucoup porter ce cahier des charges, bien au-delà du cahier des charges, dans une dynamique forte. Et aujourd'hui, enfin, depuis 5 à 6 ans, il y a eu des opportunistes qui ont pris le cahier des charges, mais uniquement le cahier des charges. Et donc, on se retrouve avec un petit peu de questionnement des consommateurs, voire un peu de défiance qui est en train de monter de la part des consommateurs vis-à-vis du label. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien se rappeler que ce cahier des charges est déjà quelque chose d'hyper important et d'hyper structurant pour la consommation. C'est un point de réassurance. Mais évidemment, on peut toujours aller plus loin et voilà, il y a des labels de commerce équitable, il y a des labels de nutrition, etc. Donc on peut et on doit aller plus loin. En tout cas, ça, c'est le projet, par exemple, de Biocop, c'est d'aller plus loin que ce cahier des charges. C'est une partie de la réponse aux engagements. Mais franchement, moi je le dis souvent, ce label n'est pas parfait, mais c'est le meilleur. Non, Et non, c'est sûr. notamment sur les questions de biodiversité, d'eau et voilà, notamment sur les questions de biodiversité. Aujourd'hui, dans un champ bio, il y a 30% de biodiversité en plus que dans un champ conventionnel. Sur, sur justement le bio, vu que tu connais très bien le sujet, où est-ce qu'on se situe maintenant dans l'économie au global, en part de marché? On entend beaucoup de sujets là-dessus. Alors, l'objectif, c'est que le podcast soit le plus autoporteur possible, même si on parle en ce moment d'un secteur qui va plus mal qu'avant. Comment est-ce qu'on se situe? Comment est-ce qu'on a eu cette croissance-là? Pourquoi est-ce qu'on a eu cette croissance-là à une époque? Et comment est-ce qu'on est maintenant? Quelle est la situation en ce moment de ce secteur? En fait, le marché bio a été porté par ce fameux consommateur citoyen, essentiellement. Alors, enfin, évidemment, c'est la demande, le fait qu'il y ait des consommateurs qui soient prêts à payer plus cher pour avoir un produit de très grande qualité, euh, ça a stimulé l'offre, et réciproquement. L'offre a stimulé aussi la demande, il y avait une grande appétence, et donc il y a eu une énergie positive, une synergie positive pendant 10 ans.
donc un marché en croissance à deux chiffres, euh, des aides à la conversion pour accompagner les producteurs sur les 3 années difficiles où le produit n'est pas encore bio, et donc pas vendable en bio, mais où les coûts et la production est, elle, bien bio. Donc cet écart-là a été euh, réduit ou en tout cas compensé par des aides étatiques. Mais sinon, c'est bien le consommateur qui a payé plus cher. Il n'y a pas eu d'aide structurelle au bio si importante que ça. J'entends beaucoup de politiques se gargariser de l'évolution du bio et de dire que c'était grâce à eux. Bon, j'irai pas jusque-là. C'est d'abord la question économique. Et puis là, post-Covid, c'est l'inflation. Et donc là, on se retrouve dans une situation où ce consommateur, il cale. Globalement, c'est une des premières raisons où il fait des arbitrages et ça cale. Et là, on se rend compte que la bio n'est pas si aidée que ça, voire pas du tout par rapport au conventionnel. Elle a très faiblement, enfin, en rapport, il y a 10% de la surface agricole utile qui est en bio en France. Les bio ne touchent pas 10% des aides de la PAC. Voilà. Donc, euh, l'idée, là, en tout cas, se révèle à tous et à chacun le fait que, effectivement, c'est le marché seul qui porte la transition écologique. Donc, depuis 2 ans, c'est plus compliqué. 2 ans, 2 ans et demi, c'est plus compliqué. Alors, ça va mieux depuis janvier, mais oui, le marché a été en décroissance. On était à 6% de consommation bio. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 5,5, voire 5 en grande distribution. Donc, le bio est plutôt en train de repartir dans un marché de niche que de prendre son envol et de vraiment peser sur la transformation sur la transition de la consommation et la transition alimentaire. Donc voilà, c'est plutôt enfin, inquiétant. En tout cas, c'est vraiment dommage. Et après, tout l'enjeu, c'est de voir comment on peut faire demain pour relancer cette consommation qui est beaucoup plus forte dans d'autres pays. Au Danemark, elle est plutôt autour de 12%. Euh, En Autriche, c'est très important aussi, en Suisse. Voilà. Et ça n'est pas qu'une question de pouvoir d'achat des consommateurs, bien entendu. C'est aussi une question de communication client, de financement de la bio, de réduction en tout cas d'un cadre de marché qui soit propice à l'émergence de ce type de consommation. On va parler de tout ça. Je voulais d'abord parler du premier sujet que tu abordes pas Oui. mal dans le livre, à savoir euh, le prix. On va parler facilement. Alors, le prix du bio, des produits biologiques et au global. Euh, Pourquoi est-ce que c'est plus cher? Et comment est-ce qu'on peut faire? Je pose des questions, j'ai une partie des réponses vu que j'ai lu le livre. Pourquoi est-ce que c'est plus cher? Et surtout, comment est-ce qu'on peut réduire cet écart entre l'agriculture conventionnelle, enfin les produits de l'agriculture conventionnelle et les produits bio? Alors, pourquoi c'est plus cher? Alors déjà, c'est pas toujours plus cher. C'est là toute la difficulté du plus cher. C'est-à-dire que euh, il y a aussi à regarder le fait que le conventionnel n'est pas toujours au bon prix. Et ça, c'est quand même important à apercevoir, c'est que euh, bah, quand on achète du cochon conventionnel, on paye pas les algues vertes et la dépollution des sols. Voilà, on paye pas la dépollution des eaux quand on achète de l'agriculture où a été pulvérisé sur les champs et dans les nappes phréatiques des pesticides chimiques. Donc, euh, j- l'idée, évidemment, quand on parle à un consommateur, il voit bien qu'en rayon, c'est plus cher, mais c'est important quand même d'avoir en arrière-plan cette idée que, en termes de coût sociétal, c'est pas si évident que ça. En fait, un des éléments qui est important à avoir en tête, c'est que le consommateur bio est celui qui se dirige le plus dans sa consommation dans les critères des accords de Paris. C'est-à-dire qu'il, par la nomenclature de prix, par l'offre en bio, il va aller vers plus de végétal, moins d'emballage, plus de vrac, etc. Et donc, la consommation, elle glisse. Donc,
j'oserais presque dire que les prix en bio sont peut-être les prix, si ce n'est les plus justes, au moins ceux qui vont embarquer la consommation vers ce qu'il y a de mieux pour tous. Voilà, du cochon à 3 euros le kilo, ça n'existe pas en fait, c'est pas possible. Il y a bien des externalités, etc. Et voilà. Ensuite, euh, euh, quand on regarde les prix, quand on compare des prix directement. Alors évidemment, si on compare des prix de supermarché avec une consommation de consommateurs lambda de supermarché et qu'on le transpose en bio, c'est plus cher. C'est plus cher notamment sur les produits transformés. Effectivement, une pizza surgelée en bio, c'est beaucoup plus cher qu'une pizza Marie ou Buitoni en conventionnel. C'est pas du tout les mêmes ingrédients, c'est pas du tout la même fabrication. Mais du coup, quand on transpose, si on part pas vers plus de produits bruts de saison, etc., oui, c'est beaucoup plus cher. Et ensuite, il y a des produits, euh, voilà, le porc, j'en ai parlé, hein, le poulet, tous ces produits qui sont très industrialisés dans le conventionnel, bah, en bio, sont aussi beaucoup plus chers. Effectivement, un filet de poulet aujourd'hui, en bio, c'est autour de 32 euros le kilo. Ça fait longtemps que je suis pas allé en grande surface regarder le prix du poulet conventionnel de batterie. J'imagine quand même que c'est et c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus cher. Donc là, bah, tout l'enjeu, effectivement, c'est de végétaliser, d'acheter en vrac, d'acheter brut, recuisiner, cuisiner beaucoup plus de saison. Et puis, bon, après, on fait tous des arbitrages, hein, évidemment. Un morceau de bœuf, un morceau de fromage, c'est cher. Enfin, voilà. Et donc, du coup, on peut arriver à équilibrer son budget consommation. Et après, le dernier point, quand même, c'est que dans la bio, il y a moins d'inflation, beaucoup moins d'inflation, notamment parce qu'on travaille plus en circuit court, en circuit en Made in France, avec des plus petites structures, hein. Enfin voilà, Biocop, 99% de nos fournisseurs sont des PME. Donc en fait, on travaille pas avec Danone, Nestlé, l'agro-industrie, on n'a pas de spéculation, ou très peu de spéculation. Et donc, notre inflation est une inflation réelle. Augmentation du gasoil, augmentation de l'énergie, augmentation des coûts, ça va dans le prix, mais il n'y a pas tout l'aspect spéculatif. Et donc on a vu les écarts de prix se réduire assez fortement ces 2 dernières années, et voire même des prix de certains fruits et de certains légumes moins chers en bio qu'en conventionnel. Et même chez les grands distributeurs qui se disent être les moins chers du marché. Donc voilà. En ayant dit tout ça, moi j'invite quand même les auditeurs, les consommateurs à pousser la porte d'un magasin spécialisé. C'est pas spécialement l'idée de faire une publicité pour Biocop, mais vraiment allez voir. Allez voir et vous pourriez être surpris positivement. Après, c'est sûr que ça demande un peu de temps. Il faut faire des courses régulières, un peu régulièrement pour comprendre comment avoir un panier d'achat qui soit plus équilibré. Non, mais c'est intéressant dans ce que tu dis et je reprends aussi euh, certains chiffres que tu pouvais partager dans ton livre. En effet, enfin, je reviens de ce que tu disais au début, le prix est à certains endroits plus élevé, moins élevé, etc., même en bio. Et il faut, comme on le disait auparavant, avoir aussi la, la vision globale. Et c'est ça qui est assez difficile quand on est consommateur, de pas uniquement voir le prix, se dire ok c'est moins cher, ben en fait je vais pas prendre de bio. Il faut aussi se dire l'action qu'on peut avoir. Enfin, on a aussi une manière d'agir, que ce soit mieux rémunérer les producteurs ou agir pour la biodiversité et moins détruire la planète. Plus concrètement, tu mettais dans ton livre par exemple, t'en parlais aussi, le coût des externalités. Donc avec le chiffre qui m'a pas mal marqué, à savoir entre 1 et 1,5 milliard d'euros par an, qui est le coût de dépollution des eaux contaminées par les pesticides, les Ouais. nitrates et les engrais de synthèse, ce qui est assez énorme en vrai. Donc on oublie que ce coût-là n'est pas dans le prix de l'agriculture conventionnelle et donc dans tous les produits qu'on va qu'on va consommer au quotidien. Donc on a toutes ces parties-là qui, in fine, ne sont pas dans le produit. Et l'autre partie, c'est que tu décris aussi bien dans ton livre, c'est la marge des grands de
de la grande consommation, de la grande distribution plutôt, Carrefour, Leclerc, etc. À savoir toute cette marge qui est énorme, notamment pour les produits bio. Donc on a des produits, ce que tu dis bien dans le livre, des produits d'appel où les grands distributeurs font venir les consommateurs pour ensuite davantage marger sur notamment les produits bio, avec un chiffre qui est assez important, donc de 6,5 euros qui vont uniquement aux producteurs sur 100 euros d'achat alimentaire. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans ça, en fait? Bah, c'est toute la. Enfin, là, c'était un peu ce qu'on se disait au début de l'entretien, hein. C'est-à-dire que la, la valeur, elle est plus dans le produit forcément intrinsèquement, parce que en parallèle de ça, c'est aussi le développement du marketing, des grandes marques, voilà. Et euh, quand on achète un produit bio chez Biocoop, on paye pas des heures de pub à la télé, voilà. Et donc euh, effectivement la part dévolue. Mais le consommateur a suivi le même chemin, hein. Il met de moins en moins d'argent dans sa consommation alimentaire. Donc tout le sujet là, c'est comment on se réapproprie ce sujet-là et comment on repolitise notre alimentation. Alors il y a repolitiser l'alimentation, donc c'est l'aspect externalité. Moi, il faut imaginer que 1,5 milliard, si on mettait ça dans les prix du bio, il n'y a pas beaucoup d'études encore qui ont émergé, mais elles sont en train d'être faites. Il y a eu des premiers résultats de chercheurs qui commencent à regarder et si toutes les externalités négatives et positives étaient mises dans les prix des produits. Le bio serait largement moins cher que le conventionnel. Alors pour l'instant, c'est plus intuitif que réel, mais il y a déjà eu un article dans Le Monde il y a quelques mois où des chercheurs commençaient à dire, bah oui, ce serait 30% moins cher, je crois. Voilà. Après, il faut consolider un peu les données. C'est pas évident à calculer, mais en tout cas, on pourrait se dire qu'en intégrant tout ça, donc il y a un vrai enjeu politique à faire en sorte que l'alimentation le prix en tout cas soit plus réel par rapport aux externalités. Et ensuite, j'ai un peu perdu le fil. Oui, sur la partie grande distribution et marge. Bon, bah là, c'est des logiques de contribution de marge, voilà. Comme les consommateurs étaient prêts à payer plus cher, pourquoi s'en priver, quoi. Mais tout ça, Hmm. mis bout à bout, c'est très très pénalisant. Et on a encore cette image d'une bio réservée aux bobos, au centre-ville, etc. Ce qui est globalement plutôt faux, hein, parce que même bah, dans le livre, j'en parle aussi, hein, que 20% des consommateurs de bio sont au RSA. Si dans mon souvenir, en tout cas, ou qui gagnent moins de 1 200 euros par mois, pardon. C'est peut-être pas au RSA, mais qui gagnent moins de 1 200 euros Hmm. par mois. Donc on n'est pas sur les ratios de la société en général. Évidemment qu'il y a plus de gens qui ont de l'argent qui vont dans les magasins bio, mais on n'est pas dans la caricature inverse où ça n'est réservé qu'à des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est pas vrai. Euh, le consommateur bio est celui qui, bah, il y va pour sa santé. Il a compris l'intérêt de mieux consommer pour sa santé et il y va aussi parce qu'il se pose des questions pour la planète et pour son environnement. Et donc, euh, bah, l'avenir du bio passe par bah, des moments comme ça où on peut expliquer un petit peu et de faire en sorte que de plus en plus de gens prennent conscience de ça et donc à travers leur alimentation, enfin moi je suis persuadé que quand on a conscience de ça et qu'on peut le faire, on va vers le bio. C'est pour moi plutôt évident. Hmm. Plutôt. Hmm. Euh, Tu parlais tout à l'heure de la PAC, donc Ouais. la politique agricole commune, qui investit peu sur le sujet euh, du bio, hein, bien entendu. Quelles sont les aides qu'on devrait avoir, hormis la partie externalité dont tu parlais juste avant, hein, qui pourrait et devrait potentiellement être mis dans le prix, si on souhaiterait mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais sur ce sujet-là, quelles sont les actions qui pourraient être mises en place pour faire en sorte de normer un peu tout ce qu'on a sur le sujet? Bah, déjà sur Normaliser, la PAC, excuse-moi. ce qui est important à voir, c'est que
pas une question uniquement européenne et souvent notamment en France, je ne suis pas spécialiste des autres pays sur ces discours-là, mais on a tendance à dire l'Europe nous oblige à, on peut pas. Donc, or la PAC aujourd'hui se décline à l'échelle nationale. Donc c'est l'État français, c'est le gouvernement français qui est en grande partie décideur de l'orientation de ces sous-là. Et donc la PAC a été construite sur le productivisme, hein, ça a voulu accompagner la logique productiviste d'après-guerre, et ça a maintenu le rythme là. Donc c'est en très très grande partie une aide à l'hectare, qui évidemment est beaucoup moins fléchée vers des structures bio ou artisanales, hein, pas que bio, mais en tout cas sur des petites structures, et beaucoup plus sur les grands céréaliers de la Bosse. Et d'ailleurs, voilà, c'est c'est- c'est évident que c'est pas les bio qui touchent le plus. Il y a eu une nouvelle branche de la PAC qui a été mise en place, qui est en gros pour services environnementaux, donc qui va dans le bon sens, hein. L'idée, c'est de flécher une partie de ces aides-là vers les services environnementaux. Le gouvernement français a fait le choix de le faire à minima et donc de pas forcément cibler le bio et l'usage de pesticides, a mis par exemple le label HVE au même niveau. Alors ils sont un peu revenus en arrière, mais au départ au même niveau que le bio. Et donc en gros, c'est ce qui est très important, hein, mais il suffit de planter des haies pour avoir ces aides-là, bon, qui sont moins importantes que les aides à l'hectare, etc. Et donc tout l'enjeu pour moi, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire et dans les, et dans le montant de cette aide. Il faut que la une plus grande partie de la PAC soit fléchée vers les services rendus, voilà, donc vers les externalités. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Voilà, il faut aider Alors, ce qui permettrait de baisser le prix de vente du produit depuis la ferme des produits bio et peut-être de rendre plus élevés les produits à externalités négatives importantes. Il y a aussi la notion de pollueur-payeur. Donc, pour moi, ce serait vraiment important. Mais encore faut-il que le politique croit dans le bio et ait envie que le bio se développe. Aujourd'hui, c'est pas le cas en France. C'est clair que c'est pas le cas. Et est-ce qu'on est capable, dans le meilleur des mondes, de se dire on peut nourrir le monde entier avec le bio, enfin avant de parler du monde entier, on peut nourrir la France avec du bio. Oui, 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 ça c'est de plus en plus instruit et voilà. Les discours contraires sont très perturbants. Je me souviens que euh, juste après la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine, le PDG de Syngenta, donc un des plus gros producteurs de pesticides au monde, a expliqué en long, en large et en travers que si on allait vers le bio, il y aurait des famines en Afrique. Voilà, c'est absolument pas vrai. On a suffisamment de terres cultivables. On pourrait déjà réduire la, la- la culture de végétaux dédiés à l'animal, ce qui est considérable, hein. Donc, arrêter ces élevages de bœuf au soja OGM, donc cultivés uniquement pour ça. En plus de maintenant, on commence à cultiver du soja, du maïs pour notre énergie, diverses et variées, les biocarburants. Et ensuite, il faut de nouveau un monde agricole, plus de paysans, quoi, un monde agricole beaucoup plus fourni, beaucoup plus fort, moins industrialisé, et remettre, même en Afrique, partout, en fait, plus de paysans. Les premiers pauvres de la planète, ce sont quand même les paysans, hein. Donc forcément, c'est ceux qui nous nourrissent qui sont le plus en difficulté économique et qui ont le plus de difficultés à se nourrir eux-mêmes. C'est quand même un comble. Mais tout ça parce qu'on a industrialisé notre agriculture, etc. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui démontrent que on n'aurait pas de difficulté à nourrir le monde, mais encore faut-il changer de paradigme. C'est sûr que dans la logique productiviste, où on produit le plus possible pour en détruire un tiers, là, le bio n'a aucune chance. Le bio n'a aucune chance. C'est-à-dire que s'il faut toujours produire plus avec de moins d'hectares possible, c'est pas la logique du bio. Par contre, de se dire,
on flèche, on réoriente la nourriture au bon endroit, les productions au plus proche des consommations, euh, avec le temps de la planification, évidemment. C'est pas en appuyant sur un bouton que demain toute la terre va passer en bio, mais en tout cas, se donnant quelques années pour y parvenir, il n'y a aucune raison que ce soit impossible. Justement, tu parles de relocaliser, de remettre tout ça plus proche. Ce qui est vachement intéressant, c'est la démarche que vous avez chez Biocop. Hein, l'objectif, c'est pas de faire une pub, mais c'est les exemples que tu as pu donner dans le livre, à savoir de remettre au plus proche la filière notamment des graines de moutarde, si je me trompe pas, et aussi le sujet que vous aviez eu sur, et vous avez sûrement encore en ce moment, de l'avocat. Est-ce que tu peux nous en parler parce que ça montre en fait la complexité du monde dans lequel on est, notamment par rapport à la partie agriculture, agricole, et de montrer à quel point c'est difficile aussi et que aller dans des magasins spécialisés, c'est aussi une action. On se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière en fait. Oui, bah, la relocalisation, c'est un travail de longue haleine, hein, entre 5 et 10 ans pour relocaliser une culture, recréer un marché. Donc on en a relocalisé une quarantaine. Bon, la moutarde est assez récente et emblématique parce que en fait, on parle beaucoup de moutarde de Dijon, mais en fait, ça n'existe pas. La, la moutarde de Dijon est une recette, mais il n'y a plus de moutarde qui est fabriquée à Dijon, ou très très peu. Et la graine de moutarde venait en très très grande majorité du Canada et peut-être plus du tout cultivée en France. Et donc, un des chantiers qu'on a menés ces dernières années, ça a été de travailler avec les groupements paysans qui sont dans la coopérative pour, euh, pour recultiver de la moutarde chez nous et en faire la base des moutardes à marque Biocop qu'on peut proposer, donc équitable, etc. Mais cette démarche-là, elle est pareille avec beaucoup, beaucoup d'autres cultures. Euh, voilà, il y a le cornichon. Voilà, quasiment 100% des cornichons qui sont mangés en France viennent d'Inde. Donc, c'est quand même fou de se dire on n'a plus de capacité à avoir des cornichons faits chez nous. Mais c'est les mêmes questions qu'on se pose dans l'industrie, la réindustrialisation, etc. En fait, et c'est une question, alors à la fois symboliquement, c'est très fort et c'est plus plaisant de se dire que économiquement ça vient de là, mais que ça vient de par chez nous, qu'on crée de l'emploi, etc. Mais c'est aussi une question de souveraineté, voilà, une vraie question de souveraineté. Comment on peut laisser filer des capacités agricoles comme ça dans d'autres pays, alors que on a été et on est toujours un grand pays agricole, mais on tend de moins en moins à l'être. Donc c'est important de garder ça en tête. Et après, l'autre question que tu m'as posée, donc il y avait cette partie Non, exactement. Et c'est comment est-ce que vous faisiez du coup pour aller remettre remettre tout ça et comment est-ce qu'on se retrouve à justement relocaliser toute cette chaîne. Donc je comprends que c'est vachement difficile. Je vais rajouter un petit ah, point aussi l'avocat. sur. Je crois que une bonne partie des haricots verts viennent de Madagascar, si je me trompe pas aussi. Oui, c'est Mais possible. euh, comment est-ce qu'on fait du coup pour relocaliser tout ça, même comme si tu dis, c'est une question de souveraineté, hein, c'est pas uniquement de se dire on crée de la valeur, parce que les paysans aussi dans les différents pays ont aussi le droit de vivre et bien heureusement et de pouvoir de pouvoir cultiver et d'exporter. Euh, comment est-ce qu'on arrive à faire ça justement? Comment est-ce que vous arrivez à relocaliser ces sujets qui sont, enfin ces cultures qui sont difficiles à relocaliser? Bah, après là, il y a des questions agronomiques, c'est pas toujours difficile, c'est surtout de trouver, de partager les risques avec les paysans. C'est surtout ça, c'est de se dire, bah, comment on s'assoit autour d'une table avec un transformateur, on crée un produit et on dit aux paysans, bah là, pour l'année prochaine, on veut tant de, voilà, et on partage avec toi l'aléa, le risque. T'as pas de culture, on te paye quand même, voilà. Donc c'est tout l'enjeu, c'est de s'asseoir, discuter et de partager le risque. Si on le partage pas, évidemment, personne va se lancer comme ça intuitivement dans une culture de la moutarde en France si derrière il n'y a pas des débouchés, une valorisation importante par rapport à la production. Et ensuite, la question de la relocalisation, elle se confronte maintenant de plus en plus à la question. Donc il y a une question de souveraineté, il y a une question économique, de relocalisation un peu politique, pas forcément toujours très saine. Hein, d'ailleurs, on sait qu'il y a des partis en France qui parlent de localisme, c'est jamais très très voilà, c'est pas un rejet de la production étrangère, hein. Mais ensuite, il y a tout
Et ça vient se frotter aussi au dérèglement climatique et à des difficultés autres. Voilà. Et l'avocat, c'est une vraie question à ce niveau-là. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 3 4 ans, Biocop importait de l'avocat d'Amérique du Sud. Alors toujours par bateau, hein, il n'y a pas d'avion chez Biocop. Et on avait une origine Espagne. Voilà. On s'est rendu compte qu'il y avait des fraudes sur les origines, que c'était pas, voilà, c'est l'or vert, hein, l'avocat, que c'est un marché très juteux et donc qui connaît des acteurs pas toujours très droits, on va dire ça comme ça. Et donc on a travaillé à la saisonnalité des avocats. On a refusé l'Amérique du Sud et aujourd'hui on ne vend que des avocats d'Espagne. Et donc une partie de l'année, nous n'avons pas d'avocat. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'avocat, pour 1 kilo d'avocat, c'est 1000 litres d'eau utilisée. Et donc, on vient vraiment se frotter à des questions écologiques. Euh, et là, un des sujets qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une origine Kenya. Euh, donc là-bas, il y a deux saisons des pluies, il n'y a pas de sujet d'eau. On peut faire en commerce équitable, il n'y a pas besoin d'arroser et ben, en le transportant par bateau, on limite quand même fortement l'impact écologique du transport. Et donc, bah, se pose la question d'intégrer une origine Kenya dans notre offre, en sachant que là, pour le coup, le consommateur aura peut-être plus de difficultés à accepter cette origine-là, encore plus dans une biocoop, en se disant mais pourquoi ça vient de loin, comme ça, etc. Donc les sujets vont devenir de plus en plus complexes. Euh, voilà, est-ce qu'il vaut mieux un avocat d'Espagne qui utilise 1000 litres d'eau ou un avocat du Kenya en commerce équitable qui, qui fait vivre aussi des paysans là-bas sans usage d'eau, alors juste parce que c'est un peu plus loin et que c'est une origine. Voilà. Et donc, c'est un peu bon, je conclus un peu comme ça dans le livre, hein, c'est de dire, bah, voilà, aujourd'hui on est dans le questionnement et on s'interdit pas de se dire pas d'avocat non plus. Voilà, si ça devient trop complexe, peut-être qu'on s'interdira l'avocat comme on s'est interdit de vendre l'eau en bouteille plastique, etc. Mais, euh, mais les sujets vont devenir ouais, 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 de plus en plus complexes et il faudra intégrer le consommateur de plus en plus dans nos réflexions pour voir euh, ce qu'il est prêt à faire et en tout cas ce qu'il est prêt à comprendre avec nous et faire avec nous. Avant de passer aux questions de fin, je voulais parler d'un autre sujet qu'on a discuté, à savoir les labels. Et comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Je voulais aussi parler de l'exemple de Biocop là-dessus. Donc comme tu disais, vous faites vraiment le choix de différents produits. Vous aviez arrêté les bouteilles en plastique. Vous avez là cette réflexion avec l'avocat qui est très intéressant, de la relocalisation des graines de moutarde, etc. Euh, Par rapport au label, donc on parlait tout à l'heure du label bio, hein, de base, label feuille aussi, donc AB et le label feuille européen. Euh, c'est jamais suffisant, c'est déjà très bien. Donc si déjà toute l'agriculture était en bio, AB, on serait déjà mieux, beaucoup mieux loti d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique pour les agriculteurs etc. Mais pour aller plus loin sur les différents labels, comment est-ce qu'on doit fonctionner? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Est-ce que c'est uniquement, disons, le plus facile, c'est d'aller dans un magasin spécialisé. On se dit bon là, les labels, ils ont été présélectionnés. Comment est-ce qu'on peut fonctionner pour être certain que le prix que l'on va mettre enfin l'argent que l'on va mettre dans notre alimentation est le mieux réparti, le mieux disant pour l'environnement. Bah, là, c'est sûr qu'on parle beaucoup de jungle des labels, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, et il y a même pas que des labels. Il y a beaucoup d'allégations, des paquets, des packaging, des paquets qui sont de plus en plus verts, avec du sang partout. Alors, sans nitrite, sans allergènes, voilà. Votre cochon a souri a souri lors de son élevage. Enfin, voilà. Donc, il y a des allégations plus ou moins fortes et plus ou moins réelles. C'est pas évident forcément de préconiser l'un ou l'autre parce que nous, à Biocop, on fait des choix et évidemment, j'ai envie de dire, bah, faites confiance à Biocop. On travaille avec Bioéquitable en France sur la partie équitable. On a
On a travaillé avec Siga, donc maintenant c'est une entreprise qui a disparu, mais on a trouvé une autre entreprise sur les sujets d'ultra transformation. Euh, c'est vrai que pour nous, ça passe plutôt derrière l'enseigne au global et derrière la marque Biocop, c'est de se dire comment notre enseigne est garante euh, d'une promesse générale qui est faite au consommateur pour sa santé, pour la planète. Après, on ne peut pas passer non plus une demi-heure pour aller lire, et encore une demi-heure, je suis gentil, hein, pour aller lire la réglementation ou le cahier des charges de tel ou tel label. Donc je pense qu'il faut un peu choisir ses combats. Moi, je reste persuadé que le bio, c'est la base et que on devrait être 100% bio. Et ensuite, je trouve important, moi, à titre personnel, la question de l'équitable. Et que ben, c'est aussi possible de faire du bio dans la mer de plastique en Espagne avec des Marocains et Marocaines payés au lance-pierre à qui on a retiré le passeport pour pas pouvoir rentrer chez eux. Donc moi, cette bio-là, j'en veux pas non plus. Et là, normalement, n'importe quel label de commerce équitable protège de ce genre de, sy- de, de système. Et ensuite, bah, il y a les aspects nutritionnels. Mais là, c'est un peu plus complexe. Il y a- pour l'instant, on n'a pas pris de décision à Biocop et c'est un peu plus abstrait pour moi, les questions de nutrition, d'ultra-transformation. On pousse beaucoup un label qui s'appelle le Planet Score, qui en fait reprend différents critères, donc les pesticides, usage de pesticides ou pas. Alors c'est des notes de A à E, hein, pareil. Le bien-être animal, le climat, le carbone et la biodiversité. Et donc ces quatre critères mis bout à bout, bah, on espère que ce label va prendre de l'ampleur et va exister de plus en plus sur l'ensemble des produits, parce que du coup, il recouvre quand même euh, quelque chose d'assez large dans le modèle agricole qu'on défend, au-delà du bio voilà, au-delà de la simple, des simples pesticides. Voilà, parce que effectivement, c'est pas très facile de se repérer dans la jungle des labels. Mais on a besoin d'indicateurs quand même. Du coup, pour éviter le greenwashing, là, l'une de tes recommandations, c'est donc de, de faire confiance un peu au label, en fait. C'est-à-dire que Bah, les déjà que 100 ce soit un nitrates, label. 100, comme tu disais, C'est vrai, l'exemple avec les... c'est vrai qu'il Ouais, faut que ce soit un label, pas une marque du fabricant ouais. ou du distributeur. Il faut que ce soit un label externe, contrôlé en externe. Et en fait, quand on regarde, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Et donc, Euh, alors après, il y a des associations hein, qui font des démarches de comparaison de labels, type bioconsommateur. Il y a des démarches intéressantes, hein, des ONG qui font ce type de travail pour faciliter les choix des consommateurs. Donc, on peut trouver ces informations-là, mais déjà d'éviter les allégations marketing. On les repère quand même normalement assez vite. Euh, je te propose, Pierrick, de terminer par les questions de fin. Déjà, je voulais te remercier pour tout ce que tu nous as partagé, pour toute la compréhension au global du secteur, des tenants, des aboutissants, de comprendre à quoi ça correspond plus concrètement et qu'on puisse se faire un avis et comprendre pourquoi est-ce que c'est important de soutenir cette agriculture, soutenir les agriculteurs et savoir où aller chercher les différents produits et pourquoi. Euh, donc déjà, merci pour ça. Je voulais démarrer par la première question, Pierrick, à savoir est-ce que tu as un contenu à nous partager? Bah, j'en ai deux. Alors, un où je triche un peu parce que je l'ai pas fini encore, mais c'est le humus de Gaspard Koenig. Donc, bon, voilà, je suis à la moitié, je vais le terminer bientôt. Et le deuxième, donc ça, c'est un livre, un roman. Et le deuxième, c'est le film d'Albert Dupontel qui s'appelle Second Tour. C'est l'histoire d'un politique qui va être élu ou potentiellement élu et qui ne respectera pas les engagements qu'il a pris vis-à-vis des électeurs, mais pas dans le sens dans lequel on connaît. C'est-à-dire qu'il est du système et il va mener une politique écologique et il ne le dit pas tout de suite, mais il est du coup plutôt en péril. Donc c'est
intéressant. Alors les deux ouvrages, enfin l'ouvrage et le film, ça vaut le coup de les lire et de les voir, évidemment, rien que pour ce qu'ils sont. Mais ce que je voudrais mettre en lumière, c'est le côté, la bataille culturelle qu'il y a derrière l'écologie et les transitions. Et donc franchement, c'est super qu'il y ait des livres, des films qui parlent de ça sous des angles différents, avec plus ou moins de légèreté, plus ou moins d'humour. Voilà, c'est hyper important que on sorte, enfin, c'est pas sortir des rapports du GIEC, mais que l'écologie soit pas uniquement une question anxiogène et scientifique, mais qu'on Hmm. s'en empare plus collectivement par du culturel et que ça devienne normal d'être dans une logique écologiste pour les futures générations ou dans les prochaines années pour tous, quoi. Est-ce que tu as également, je mettrai bien entendu les liens hein, dans la description, est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens? Bah, pour moi, l'action la plus, la plus importante, et c'est sans préjuger du choix, mais c'est d'analyser sa consommation à tout niveau. Mais après, c'est pas de se dire on s'interdit telle ou telle chose. Voilà, moi, ça m'arrive de prendre l'avion. C'est pas Mais par contre, de se dire quel impact ça a. Voilà. Donc, lire les étiquettes quand on est dans des rayons d'alimentation. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on consomme et de faire un choix ensuite éclairé. Mais bon, déjà, rien que de savoir, ça permet de réduire ou d'améliorer, c'est évident. Premier axe, c'est déjà de se poser des questions sur ce qu'on consomme à tout niveau. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast? Ah bah une invitée, alors si tu arrives à l'attraper pour la voir dans ton podcast, ce serait super. Donc c'est Charlène Descolonges. Alors j'ai plus exactement son titre, je crois qu'elle est hydrologue. En tout cas, elle parle de l'eau. Ben, je l'ai déjà interviewé, Oh, je l'ai raté, déjà mince, interviewé. j'ai Je vous pas mettrai le regardé. lien. Bon, raté. Mais je vous mets le J'aurais lien, un échange bah, passionnant avec Charlène. bon, bah voilà. Donc, du coup, bah, vous écouterez ce podcast-là. Je n'ai pas regardé les invités précédents. Mais en tout cas, bon, voilà, je vous invite à l'écouter. Elle est venue au congrès de Biocop et c'est très, très intéressant. Et le sujet de l'eau, on pense le connaître et en fait, il est très, très méconnu. Les Non, non, questions je confirme. d'eau grise, les questions d'eau grise, c'est passionnant et ça va être hyper important pour les prochaines années, évidemment, même vital. Donc, c'est un sujet hyper intéressant et essentiel qui est un peu hors radar aujourd'hui. On parle beaucoup de carbone, un peu de biodiversité, mais pas du tout d'eau et il faudrait qu'on s'occupe des trois au même rythme et avec la même force. Je suis assez d'accord, mais tu as bien raison de reparler de Charlène et de ce sujet de l'eau. Hein. C'est un sujet qui est très complémentaire avec ce qu'on a pu discuter aujourd'hui. Hein. L'eau qui va être de plus en plus présent et en tout cas, enfin, de moins en moins présent à certains niveaux. Euh, mais mais c'était tout aussi important, bien entendu, que ce qu'on a discuté aujourd'hui, à savoir le bio et tous ces sujets-là. Si on souhaite te retrouver, Pierrick, où est-ce qu'on peut le faire? Me retrouver, c'est-à-dire dans quel sens? Se Euh, te suivre sur les réseaux sociaux pour oui, bah, comprendre un peu plus le sujet oui, bah, et je suis sur LinkedIn essentiellement, en tout cas en termes de réseaux sociaux, je suis sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, ça me fait plaisir et j'essaie de répondre, donc globalement, j'y arrive. top. Bah, merci beaucoup. Merci une nouvelle fois, Pierrick, pour ton temps, Merci pour tout ce que tu nous as partagé et je mettrai bien entendu tous les liens qu'on a pu discuter aujourd'hui dans la description. Merci une nouvelle fois, Pierrick.